news. Ça va ou quoi? Alors voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment je fais du son. C'est important pour moi d'abord d'expliquer un peu la démarche dans laquelle je suis. Et voilà, je fais du son depuis que je suis tout petit. Et j'ai fait du son avec GarageBand pendant longtemps, le logiciel d'Apple. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de passer sur Ableton Live parce que les mecs de Justice étaient sur Ableton Live et que j'étais fan de Justice. Donc je me suis dit, ok, il faut que c'est un truc pour moi. Et, euh, et donc voilà. Et puis en fait, j'ai longtemps utilisé Live comme un logiciel de son en fait normal comme Pro Tools quoi, de gauche à droite avec les pistes pour faire de la prod. Et au fur et à mesure, je suis passé en vertical. Donc l'intérêt de Ableton Live et ce que Live a apporté. Maintenant, je l'utilise pour mes concerts, donc ça a été une transition un peu difficile à amorcer, mais j'ai fini par le faire. Et donc voilà. Et ce qui est important de capter, c'est que à la base, j'avais une vision très précise de la musique que je voulais faire, et parce que je me suis dit que au bout d'un moment, ça m'a lassé en fait de faire de la musique qui ressemble à toutes les autres musiques ou de imiter les gens que je trouvais trop stylés. Et même si je les admire toujours et je suis un fan de plein de trucs, d'ailleurs j'ai du mal à ne pas aimer une musique. Maintenant j'essaie de faire mon propre truc et je suis allé à la racine donc de ce que je considérais de la musique. Donc en fait des sons qui en partant de l'aléatoire et du grand chaos, du grand n'importe quoi, finissent par s'organiser en quelque chose d'harmonieux et surtout de soulful. Qui est un mot que je trouve très important parce que ça veut dire qu'il y a de l'âme dedans et donc ça veut dire que c'est vivant. Et c'est vrai que souvent j'ai remarqué que les gens qui sont très bons dans la technique et qui sont très bons dans Ableton Live, et ben souvent c'est comme si ils arrivaient moins à faire des trucs qui soient soulful. Et donc je vous invite tous à réussir à être hyper bons, de plus en plus bons, tout en restant soulful quoi. Et donc voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que un jour, je me suis dit, un jour j'ai arrêté mon groupe. Du coup, j'avais été tout seul, donc j'avais besoin de live. Et c'est quand même hyper pratique quand on est tout seul. Et là, je me suis dit, ok, quelle est vraiment la musique que je veux faire? Et donc, ça a été de la musique faite de bruit d'objets, quoi, de bruit de la vie de tous les jours, de coïncidences. Et c'est un peu inspiré du moment où il y a une sirène qui passe et il y a une musique dans la pièce et la sirène, elle est pile en la majeur ou je sais pas quelle tonalité et en fait ça colle trop bien et dans ces moments-là moi, je me regarde et je vois il y a personne qui capte et je suis là putain j'aimerais bien qu'on soit plusieurs dans ces moments-là. Donc en fait mon live un peu c'est cette idée-là et ma musique en règle générale c'est ça, c'est de dire voilà dans la pièce si ça se trouve il y a de la musique sauf qu'on la considère pas. Et donc où est la différence entre le bruit et la musique et tout, qu'est-ce qui fait que de la musique c'est de la musique et du bruit c'est du bruit. Du coup, voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce sample. Donc, ça, c'est la toute première chanson que j'ai faite dans ce délire-là. Parce que j'ai été sur freesound.org, qui est un super site avec plein de sons libres de droit. Donc, j'ai téléchargé. Et je suis tombé sur ce sample-là. C'est un grincement de bois ou de porc. Voilà, il est assez agréable, je trouve. Enfin, il y a un côté un peu... je trouve qu'il est assouvissant. Et du coup, je me suis dit, ce serait marrant de l'avoir dans une chanson. Et donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai ouvert mon live, que je l'ai mis dedans, et que j'ai essayé de voir quelle coïncidence ça allait donner. Donc, je me suis dit, quel tempo? Alors, parce qu'il fallait choisir un tempo. Donc, je me suis dit, ok, 111. Donc là, on est à 111.11, d'ailleurs, c'est écrit là. Parce que ça paraissait hyper évident comme tempo. Donc je me suis dit, ok, je pars là-dessus. Finalement, j'ai fait tout mon EP sur ce tempo. Et donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis ce tempo. Donc un tempo, pour moi, comme je connais pas trop bien la techno, c'était un kick. Donc je me suis dit, ok, je vais mettre un kick. Est-ce qu'on l'entend là? Alors attendez, parce qu'on peut pas tout soloifier. Voilà. Donc voilà, en fait, j'ai fait un beat, tout ce qu'il y a de plus normal.
pour ça, j'ai pris un kick et je l'ai mis en boucle, quoi. Je pense qu'on a tous fait ça. Donc ça, c'est pas mal à faire. Ça permet de commencer à s'ambiancer. Et souvent, je commence par faire ça. Mais il y a des gens qui disent que c'est pas bien de commencer par ça parce que ça te quadrille. Et ouais, c'est vrai, je suis d'accord aussi. Et donc voilà. Et donc là, j'ai mis ça. Et à ce moment-là, ça a donné un truc que j'ai bien aimé. Donc juste, je l'ai mis en boucle. Ça a donné ça. Donc il y a deux phases, il y a juste clic, et je sais pas, je trouvais que ça se répondait vachement bien, quoi. Et donc ils sont juste placés comme ça. Je crois pas que j'ai mis des cues. Ouais, voilà, ils sont juste placés. Et là il y a un petit trick que j'aime bien faire, c'est que je mets un autopan. Alors je sais pas si vous connaissez les autopans, c'est hyper pratique. Ça, en fait, si on regarde les courbes qu'il y a sur l'autopan là. En gros, le jaune c'est la droite et le orange c'est la gauche. Et en fait, ça fait balader le truc entre la gauche et la droite. Donc là, si je le mets à fond, ça se balade à fond. Et si je le mets rapidement, ça se balade hyper vite à fond. Enfin voilà. Et donc il y a tout un tas de variables. Et donc moi, j'aime bien en mettre très légèrement, juste pour donner la sensation que ça se balade un petit peu, quoi. Donc j'ai fait ça. Et après, et bien voilà. Après, c'est parti comme ça. Le rythme de base comment on dit, du bois. Et il s'est transformé, hop, et ça a donné ce rythme-là. Plus fort le bois. Il y a du gros grincement. Donc en fait, ce morceau-là, au final, c'est juste un drum rack avec un beat que j'ai un peu sophistiqué et des bruits de bois que j'ai trouvé jolis au moment où je les écoutais. Et ensuite, je me suis dit, ok, il faut que ça manque de couleur et ça manque d'un sub, d'un truc un peu basse pour que ça ambiance et tout. Parce que c'est vrai que quand je vais en soirée, je me rends compte qu'il y a quand même vachement de subs. Et je me disais que moi, j'avais envie d'être passé en club. Je me suis rendu compte qu'en fait, 111 BPM, c'est très lent par rapport à ce qui se passe en club souvent. Du coup, finalement, mon morceau, il n'est pas trop passé en club, mais c'est pas grave, j'en ferai d'autres. Et donc là, j'ai... Ah oui, voilà. Et donc à ce moment-là, il me fallait un son. Donc j'ai ouvert Operator. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je trouve ça énorme. Sur le côté, là, il y a plein d'instruments. On peut ouvrir. Et là, j'ai ouvert celui Operator. Je ne savais pas du tout ce que c'était, à quoi ça correspondait à l'époque. Maintenant, je l'ai tourné dans tous les sens. Et donc là, il me fallait une basse. Donc j'ai mis basse. Le mec hyper cohérent, quoi. Et là, j'ai cliqué sur tous ces trucs-là. Mais en fait, souvent, je les trouve assez moches toutes seules. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que la beauté, ça dépendait aussi du contexte. Et du coup, là... Celui-là, peut-être que je l'aurais trouvé moche au départ. Finalement, je l'ai mis dans la chanson. Donc voilà, et donc ça faisait comme ça. Et je me suis dit, il faudrait que ce soit comme une horloge. Parce qu'à l'époque, je me disais, ok, il est l'heure pour moi de faire du nouveau son. Du coup, j'ai fait l'horloge du nouveau son, quoi, en quelque sorte. Alors, où est-ce que c'est ? Parce que ça fait 1 an que j'ai pas rouvert le projet. Ah voilà, ça s'appelle même horloge. Voilà, ça fait comme ça. C'était un peu genre, il est l'heure. Donc voilà. C'est assez simple, c'est une quinte encore. Et donc ça fait juste. Et puis au moment où ça drop, ça fait l'inverse. Donc si on écoute le truc, ça donne ça. Là, j'ai calé un gros grincement.
Alors, je sais pas si vous avez entendu au moment où ça a droppé. Et ben en fait, on était un tout petit peu décalé. Alors parce que la grille en fait, elle est pas droite. Alors bon bah ça c'est important de le noter parce que j'ai l'impression que tout le monde ne fait pas ça. Alors si on regarde le kick du début de la chanson, on voit qu'il n'est pas calé sur la grille, vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez qu'il n'est pas calé sur la grille? Ok, cool. Ça me fait du bien de vous parler. Donc ça, c'est pas calé sur la grille. Et en fait, au moment où ça part, boum, ça se recale sur la grille. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais qu'il y ait un côté dérangeant au moment où ça part, que ce soit un peu cassé. Mais alors, pour faire ça, je ne me suis pas amusé à travailler pas sur la grille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur la grille et que je savais que juste avant d'exporter la chanson, eh ben, j'allais supprimer un tout petit bout et décaler le truc. Comme ça, en fait, je peux bosser sur la grille et quand même avoir cet effet-là juste avant d'exporter, ça change rien. Sauf que je galère pas avec des trucs qui sont pas calés sur la grille. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'en fait la position du kick, et comme je disais tout à l'heure, le kick il a le problème, c'est qu'il il enferme tout il encadre tout, mais en fait du coup c'est lui le référentiel rythmique en quelque sorte. Donc lorsqu'on le décale, et ben je trouve ça très intéressant parce que du coup on écoute le morceau complètement différemment. Donc là si par exemple on écoute le morceau comme ça, et si je mets le kick complètement à l'envers, ça fait comme ça. Moi, je trouve ça pas mal aussi, quoi. Mais bon, je l'ai pas fait comme ça parce que c'est quand même moins bien. Et en fait, par contre, ce qu'on remarque, c'est que parfois, les trucs qui sont sur le groove, les choses qui sont groovées, alors bon, ça c'est de la théorie musicale, c'est quand ils sont juste un tout petit peu avant le temps. C'est le fameux truc du bassiste, il fait boum, ba, ta, boum, ba. Et du coup, si on met le kick sur le point du groove, en fait, ça casse tout le groove. Je peux casser le groove d'une certaine façon. Donc là, ça groove plus du tout. Et au moment où je veux, je reviens. Et là, ça regroove. Et donc, c'est ce qui se passe dans la deuxième partie de la chanson. Où en fait, tout est décalé du groove. Donc c'est là. C'est un tricks. Donc en fait, on est en ternaire. Tapou, 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 tapou. Et là, on retrouve le groove. J'enlève un peu des basses sur le master, comme ça on peut parler. Voilà. Et en fait, là on a entendu un rire de bébé. Je sais pas si vous avez entendu le rire de bébé. Voilà, parce que du coup, une fois que j'avais utilisé le bois, j'ai pris plein d'autres samples, et dont un rire de bébé. Je le mettais pareil au hasard sur le morceau, et je voyais ce que ça donnait. Donc là, il y a un truc qui s'appelle Kids, et on l'entend, ça fait comme ça. C'est un peu glauque. Je trouve ça. Et il y a plein de variantes. Donc la boucle, elle fait. Et là, la conclusion fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc hyper narratif en fait. Et du coup, ça, je l'ai fait. Et après, je me suis rendu compte, en triturant le truc dans live, c'est que live, en fait, il varpe. C'est-à-dire que dès qu'on rentre un sample dans Ableton Live, il va automatiquement le rendre sur le rythme. Et moi, je pensais que en fait, j'avais trouvé des trucs de ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était automatiquement mis sur le rythme. Donc, de toute façon, j'allais trouver des trucs de ouf. Et du coup, j'étais hyper content. Et du coup, j'ai gardé ça. Et maintenant, je me suis rendu compte que même que des fois, j'enlève le warp, et ça se décale du coup disons que les crêtes ne sont pas du coup recalées sur la grille. Et je trouve quand même des trucs de ouf qui sont du coup plus dus au hasard, et une notion que j'aime bien. Et en fait, du coup, voilà, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, carrément, le bébé, il avait été réglé de la même façon qu'un bruit de bois.
Alors, ça a donné... Où est-ce qu'il est? Ça a donné un truc assez marrant. C'est là. Alors, c'est subtil. Mais en fait, ce morceau-là, il me faisait vachement penser à ça. C'est un peu chelou, mais du coup, je suis dans ce genre de délire. Et du coup, je l'ai mis un dans l'oreille droite et un dans l'oreille gauche au même moment. Et ça m'a fait mon tricks, quoi. Du coup, à chaque fois que je l'écoute, je suis là, ah ouais, il y a ce moment-là où il y a le bruit de bois qui dit la même chose que le bébé, quoi. Donc voilà. Et sinon, j'ai mis des bruits de criquets et des bruits de... Ah voilà, alors ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est important d'écouter aussi ce qui se passe dans les aigus, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Et ça fait partie des choses qu'on ressent, au même titre que les basses, mais qu'on n'écoute pas vraiment. Donc on les conscientise pas, mais on les ressent. Et donc par exemple, au moment où ça a droppé pour la première fois du morceau, quand je vous ai fait écouter tout à l'heure, eh ben, il y a eu un bruit de gaz qui est rentré dans le morceau. Et je suis sûr que tout le monde ne l'a pas conscientisé. Alors il est là. Où est-ce que c'est maintenant ? Voilà, ce bruit de gaz-là, il est hyper important. Et quand ça part, il y est plus, qui fait que quand ça redrop, et il est présent maintenant, parce que maintenant j'en ai parlé, du coup tout le monde le capte. Et en fait, il fait... Il a une note en lui-même, c'est pas juste du gaz. Il fait comme ça. C'est un instrument qui s'appelle Velocity Pence, qui est dans Live. Faut taper Velocity Pence. J'ai trouvé en baladant et je cherchais un truc qui soit un peu comme une fuite de gaz. Et il y a autre chose qui arrive après. Alors le gaz, il est là. Je passe un petit peu. Et là, il y a du feu. Il y a du feu par-dessus. Et ça, c'est important. Pareil, je pense que tout le monde ne l'avait pas capté, donc c'est pour ça que j'en parle. Et en fait, le feu, là, eh ben, il est sujet à ce qui s'appelle un sidechain. Alors, qui sait ce que c'est qu'un sidechain ? Ok, il y en a quand même. Alors, en fait, ça, c'est hyper important. Dans la musique électronique, souvent, eh ben, quand on écoute le truc, eh ben, ça fait genre... comme ça. Et à chaque fois qu'il y a un coup de kick, eh bien, ça atténue le reste, ce qu'on appelle aussi l'effet de pompe, et ça atténue le reste. Alors ça, c'est un trick. Le jour où je l'ai découvert, j'étais fou, et j'ai commencé à en mettre partout, donc faut faire gaffe, faut en mettre un petit peu. Donc en fait, ce qu'on fait pour ça, la raison pour laquelle ça s'appelle un sidechain, c'est qu'en fait, c'est chaîné, donc c'est linké, c'est un effet que je mets sur la piste du feu, mais qui est linké avec n'importe quelle autre piste en soi, mais pour le coup, la piste du kick. Donc c'est une façon de ne pas avoir à écrire tout à la main, et juste de dire, ok, à chaque fois que le kick envoie, et bien là, boum, je veux que le feu, il s'atténue. Donc là, j'ai ouvert un compresseur, donc ça part d'un compresseur, et en fait, dans le compresseur de live, normalement quand on l'ouvre, il est comme ça, et là, j'ouvre ici le petit triangle, boum, tac, là, j'active le sidechain. Si j'active pas le sidechain, ça fait juste un compresseur. Et là, ensuite, audio from. Et là, je peux le mettre from n'importe quoi. Mais je le mets from kick. Alors, des fois, il y a plusieurs kicks. Alors, il faut choisir le bon kick. Et parfois, ça arrive même de vouloir faire un kick exprès pour la piste du sidechain que personne n'entend. Et qui est juste là pour faire pomper un instrument. Ça, c'est important. Parce que si moi, je décide après de enlever le kick, eh ben, ça va arrêter de faire pomper mon feu. Mais je veux pas que mon feu il arrête de pomper. Du coup, au lieu d'enlever le kick, eh ben, je le mute. Mais du coup, il est encore actif dans le sidechain. Parce que le muter dans le master, c'est pas la même chose que le muter dans le sidechain.
Après, il y a des réglages comme ça, et moi, franchement, j'ai jamais rien compris au concept de compresseur. J'ai juste capté que quand je le mettais à blinde, c'était cool. Du coup, je sais pas si, voilà, moi je le mets comme ça, hein. Voilà. Mais franchement, le sidechain, de toute façon, c'est un truc qui mérite de prendre 5 minutes sur YouTube. Et s'il y a un des tricks, bon, je vais vous parler d'autres tricks, hein, mais ça, c'est quand même un trick vachement basique. Et, euh, et alors, bon, bah, c'est dans la musique électronique, je pense qu'on fait beaucoup ça, mais ça peut aussi servir pour d'autres cas. Par exemple, lorsqu'il y a beaucoup d'éléments, quand on fait une musique, il y a beaucoup d'éléments, on l'a beaucoup bossé, du coup, on a rajouté plein de trucs, et on n'a pas envie d'en enlever, mais on trouve quand même que c'est fouillis et que la voix, par exemple, ne sort pas assez. Et ben, c'est possible de décider de mettre un sidechain, un compresseur comme ça, qu'on ouvre en mode sidechain, et au lieu d'envoyer le kick, et ben, on décide de mettre la voix dedans, et comme ça, à chaque fois que la voix parle ou chante, et ben, les autres éléments qu'on a décidé, et ben, ça fesse un peu au niveau du volume. Et ça, une fois que c'est bien réglé, et ben, ça permet d'avoir beaucoup d'éléments dans la chanson, mais que tout est une forme de hiérarchie en disant ok, bah, ça c'est prioritaire sur ça, c'est un peu une espèce de code de la route du son dans l'instant, quoi. Et donc ça, je pense que voilà, c'est bien important de le savoir. Un autre truc qui se passait dans les aigus tout à l'heure, que là pour le coup je pense personne n'a entendu, et ben, c'est la piste qui s'appelle la piste peur. C'est une piste qui a pour vocation juste de créer un sentiment de peur. Et quand on l'écoute seul, ça fait ça. C'est pas moi, hein. J'ai jamais peur. Elle est toute petite, hein. Mais une fois que ça a droppé, on l'entend quand même vachement, je trouve. Elle est là. Ça participe à la trance, je pense. C'est ça qui fait que les gens, ils savent pas pourquoi, mais ils kiffent, quoi. Et du coup, voilà. Alors pour ce projet-là, il y a encore plein de petits tricks, mais je pense j'ai fait à peu près le tour. Et voilà. Donc sur mon disque, il s'appelle La tournure des choses. Alors maintenant, je vais ouvrir un morceau qui s'appelle Tout est magnifique. Ne pas, ne pas sauver. Non, surtout pas. Je préfère pas sauver. Et donc voilà. Et donc une fois que j'ai fait ce morceau, je me suis dit ok, je suis content. Pour la première fois, quand je vais écouter à des gens autour de moi, ils passent un bon moment et tout. Et moi, et voilà. Et en plus de ça, moi, j'avais passé un bon moment, donc c'était les deux, quoi. Et là, je me suis dit ok, il se passe un truc, quoi. Parce que souvent, c'était soit l'un, soit l'autre. Et là, je me suis dit ok, alors ce qui serait cool, c'est que j'arrive à faire la même chose, mais différemment. Donc j'ai refait ça. Et là, je suis parti d'un autre sample. Alors ce sample-là, il s'appelle Chat. Voilà. C'est un chat. Donc sur le même site internet, à l'époque, j'enregistrais pas mes samples. Et j'ai trouvé ce sample-là. Alors il y en a deux. J'ai trouvé ce sample-là. Je vais l'ouvrir complètement comme ça. Je le dévarpe. Et on peut l'écouter. Il fait comme ça. Voilà, en gros, c'est ça le sample, hein. Alors au début, on pourrait pas forcément croire que j'ai trouvé un truc beau là-dedans. Mais j'ai trouvé un truc que je trouve beau là-dedans, en le triturant. Enfin, même pas en le triturant tant que ça, en fait. Il y en avait un deuxième en même temps. C'est un autre chat. Et le sample, il fait comme ça, si on l'écoute seul.
Voilà. Et donc en fait, j'ai un trick que je trouve pas mal. Je sais pas si vous avez regardé, mais dans Live, quand on rentre un loop en audio, et ben, je double-clique là, donc il y a un truc audio, et ben là, il y a toute une interface et tout. Et ben là, ici, il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer, qui permet de accentuer. C'est comme d'obtenir une espèce de caricature rythmique du sample. J'ai un son où ça pourrait être évident, parce que c'est un super bon trick pour faire des remixes en fait. Il suffit de faire ça, mais on pourra peut-être le faire après. On prend n'importe quelle chanson et on baisse là le truc des transitoires et bam, ça devient de cash un remix à la Justice hyper. Non, mais pas la Justice, mais bon voilà. Donc en fait, j'ai trouvé que ces trucs de chat, ils avaient du charme justement. Et ben en fait, quand je les écoutais, j'en ai mis un à gauche et un à droite, un peu comme mon histoire de bébé et de grincement de bois. Et ça a donné donc ça. Là, je les ai modifiés un petit peu parce que parfois j'avais envie que le rythme il soit différent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là-dedans, j'ai choisi ça, je l'ai déplacé, j'ai vraiment fait un petit travail d'édit en fait, sans vraiment m'amuser à faire des fondus ou faire des. Je l'ai fait très simplement, quoi. Voilà. Donc, on écoute ça. Au fur et à mesure, j'ai fait rentrer des éléments qui sont soit des éléments qui sont dans des drum racks. Donc le drum rack, c'est une façon de mettre, comme tout à l'heure avec Cécile, de mettre tout réuni sur une seule piste, de pouvoir le jouer en mode clavier MIDI, de le mettre sur chaque touche ou sur un push. Et soit ce sont tout simplement des clips audio que j'ai calés comme ça, posés, un peu comme les chats. Sauf que parfois, ce sont des trucs ponctuels et parfois, ce sont des trucs continus. C'est souvent une histoire de trucs ponctuels et de trucs continus. Et puis, comme je voulais que ça ressemble au reste de mon EP, je me suis dit pourquoi pas aller rechercher le même son de basse. Donc, le son de basse, il est de retour. Donc on dirait un espèce de fourmillement un peu bordélique. Et même quand je l'écoute, moi, je trouve que c'est pas non plus hyper intelligemment foutu. En gros, j'ai genre ça. Une piste comme ça. Il y a ce genre de choses, quoi. Si on les écoute seuls, c'est vrai que ça n'a pas grand intérêt. Mais parfois, j'ai des amis qui me disent tu devrais enlever ta cloche, là, ton synthé de basse, et tes morceaux seraient mieux. Et donc moi, je suis pas d'accord, mais c'est vrai que quand on l'enlève, ça permet de laisser plus de place. Parfois, on a tendance à rajouter trop de trucs, surtout avec Ableton Live, comme on peut tout faire. On a tendance à vraiment, plus on bosse, plus on rajoute. Moi, j'avais beaucoup ça, de plus je bossais, plus je rajoutais en vertical. Donc plus je rajoutais des couches, ou alors plus je tricotais en horizontal. Mais du coup, j'emmenais la chanson dans 1000 chemins qui en fait ne suivaient aucune narrativité, une narrativité qui n'est calquée sur aucune nature émotionnelle, quoi, qui est juste au gré du mood dans lequel je suis au moment où je fais le son. Et après, je me disais, ouais, mais c'est expérimental et tout. Mais en fait, oui, c'est expérimental. Mais je pense quand même qu'un truc qui est expérimental au niveau des textures et tout peut en fait suivre une espèce de narrativité qui fait ressentir un sentiment de résolution à la fin qu'on l'écoute, quoi. Une fois qu'on a fini de l'écouter, waouh, ça s'est résolu, quoi. Et pas juste un truc expérimental qui part dans tous les sens et qui au final est juste pas trop généreux. Et donc, voilà, c'est mon avis là-dessus. Et donc, c'est pour ça que, au final, moi, en faisant toutes mes expérimentations, j'ai fini par aller sur des structures qui permettent à des gens qui n'écouteraient pas des trucs expérimentaux, des trucs bruitistes, de rentrer dedans quand même et d'être captivés par le fait que
il y a quand même quelque chose qui les rattache à la réalité. Et, et donc voilà, et après il y a une autre phase. Donc on arrive, ça c'est la mise en... Donc là j'ai recalé un bébé, je sais pas si vous avez entendu. Il y a un petit bébé qui rigole là d'un coup. Et donc là il y a un instrument qui rentre. Cet instrument, il fait, pour moi, il fait beaucoup dans cette chanson. Et en fait, il s'appelle Memo 3. Parce que je sais pas s'il y en a qui ont des iPhones ici, mais quand on enregistre un truc avec un iPhone, ça le nomme Memo. Et puis c'était le troisième, visiblement, que je l'ai téléchargé 3 fois. C'est un ami à moi qui a fabriqué un violon en métal. Ce son-là. Je l'ai pitché, je l'ai tourné. J'ai utilisé le transpose ici pour le faire changer de tonalité et faire la mélodie que j'imaginais. Mais encore une fois, j'ai juste ouvert le truc, je l'ai posé, et puis quand ça m'a touché, et ben je l'ai pris. Quand ça me faisait penser à autre chose, et ben j'ai juste transposé pour que ça ressemble à la mélodie que ça m'avait donné à imaginer. Voilà, et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette chanson comme tricks? Donc Jacques, oui. Là c'est le premier son en fait que je vois depuis le début de l'ouverture de tes morceaux que tu as en fait pitché. J'ai l'impression que tous les autres bruits que tu as pris sur Soundfree, enfin sur le website dont tu parlais, FreeSound. Tu t'en as tuné aucun. Tu les as juste mis dedans et puis c'était la magie du warp, ça a marché, non? Alors ouais, moi j'aime pas trop le pitch parce que je sais pas pourquoi. Par exemple, la reverb j'aime bien parce que quand on va dans une caverne, il y a une reverb. Mais le pitch, j'ai l'impression que ça existe nulle part. Et du coup, j'ai l'impression que c'est purement numérique. Donc je me suis dit que c'est comme si c'était un peu de la triche par rapport à l'image qui me guidait à la base. C'est-à-dire que quand quelqu'un d'autre le fait, je dis c'est pas du tout de la triche, chacun. Mais comme j'avais cette vision-là, avec cette espèce d'image d'une musique, des coïncidences, et ben il fallait que la coïncidence rentre dans mon film. Et puis finalement, j'ai fini par m'ouvrir de plus en plus et à pitcher des trucs. Mais par contre, jamais dans un morceau, enfin rarement, je vais mettre en évidence un sample et le même sample pitché après. Parce que je trouve que ça sort du rêve, tu vois. J'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de coïncidence que par exemple tu as juste à l'oreille choisi des samples qui s'accordaient entre eux, même si c'était juste des bruits qui avaient une tonalité, juste parce que tu l'entendais comme ça en fait. Voilà, c'est ça. Et souvent quand on se lance dans ce genre de logiciel ou dans ce genre de démarche, c'est comme s'il y avait les gens qui savent et les gens qui savent pas. Et c'est vrai que je pense que ce genre de réunion aujourd'hui, c'est important de dire que personne ne sait et que en fait il y a ceux qui font. Et je pense qu'on fait vachement plus quand on se dit qu'il y a personne qui sait. Et comme ça, on n'attend pas que quelqu'un d'autre nous apprenne, quoi. Voilà. Allez, c'est hyper politique et tout. Donc voilà. Et donc maintenant, on va passer à d'autres trucs parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de trucs positifs dans ma vie là récemment. Je me suis invité à plein de festivals et tout. J'ai eu plein de concerts et d'articles et de machins. Donc j'ai dû faire des concerts alors que je faisais avant des concerts avec mon groupe de rock. C'était une autre démarche. Et donc j'ai dû transposer tout ça en live, ce qui était assez chaud franchement parce que j'ai utilisé que des samples de trucs qui ont été enregistrés à l'autre bout de la planète, que je pourrais jamais retrouver. Et du coup, ça a été une petite galère au début. Je me suis dit, tous mes potes et tout du label, ils se disaient mais comment il va démerder son truc pour revenir en live. Et donc j'ai fait mon premier live qui s'appelle l'arrivée d'autre chose. Et c'est le nom de mon live, enfin de ma tête quoi. Et donc là j'ai fait. Je me suis dit ok, il faut que je joue les morceaux de mon EP. Parce que c'est hyper important que les gens, quand ils ont écouté le disque, ensuite ils viennent au concert et ils réécoutent les mêmes chansons et tout. On m'a beaucoup dit ça. Donc moi j'étais en mode ouais, c'est vrai et tout. Donc je me suis efforcé de travailler
les trucs de mon EP et de les retranscrire en version verticale comme on le voit là. Et puis du coup, j'ai un APC, alors l'APC 40, et un clavier maître en fait qui ne sert à rien tout seul, qui sert juste à contrôler à l'intérieur d'Ableton Live. Et donc ça, c'est mon premier live. Il était juste fait donc d'un APC et d'un clavier et d'un ordinateur, comme en fait beaucoup de gens aujourd'hui qui font de la musique électronique. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les sessions. Alors on va aller sur un morceau qu'on connaît maintenant. C'est alors ça c'est l'incroyable des choses. La tournure des choses. C'est le premier qu'on a écouté. Et je l'ai découpé en scènes. Hop. Alors ça fait hyper longtemps que je l'ai pas rouvert non plus, parce que maintenant j'en ai un nouveau qu'on va regarder tout à l'heure. Je l'ai découpé en scènes. Et donc dont la première scène par exemple, c'est juste ça. Alors, le tempo 111. Voilà, donc là c'est la première scène. Et il se trouve que si je fais rien, bah ça s'arrête comme ça continue comme ça toute la vie, quoi. Ensuite, pour faire comme dans la chanson, eh ben, j'ai rajouté ça. Comme ça suffisait pas, eh ben je me suis inventé un sample en plus. J'ai pris, alors là pour le coup, eh ben je vais dire le contraire de ce que je viens de dire, mais c'est très bien. J'ai pris un sample de gouttes d'eau que j'ai pitché jusqu'à ce que ça devienne le plus haut possible. Donc ça fait ça. Et je trouve que c'était une façon assez ludique de faire monter l'ambiance. Ça continue de monter. Et on le voit là. Voilà, ça monte. Et comme c'est en mode loop, et ben une fois qu'on arrive au bout, ça revient au début. Mais du coup, ce que j'ai fait au bout d'un moment, parce que ça me saoulait qu'on soit hyper haut et qu'on redevienne au début, parce que c'était pas l'idée. L'idée, c'était de rester haut jusqu'à ce que j'envoie la suite. Du coup, j'ai utilisé la fonction loop. Donc là, ça fait comme ça. Je mets un loop sur juste les dernières mesures de fin. Je remets le début au début. Ça, c'est ce qui permet de dire c'est le début. Ça, c'est ce qui permet de dire c'est le loop. Ça, c'est ce qui permet de dire le loop sert à quelque chose. Et là, une fois qu'on arrive à la fin, il y a ça. Ce qui fait qu'on reste en haut, quoi. Voilà. Et à partir de là, eh ben, je me mets à faire ça. Alors, c'est où ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est le même bruit de bois. Donc, c'est le même bruit de bois qui a été enregistré à l'autre bout du monde par un gars que je ne connais pas, qui est maintenant découpé sur mon clavier pour que je puisse en jouer comme si c'était un instrument. Donc, ça fait... Donc, ça fait comme ça, je mets... Voilà. Et donc je jouais ce truc-là. Et par-dessus, eh ben, j'avais des scènes. Donc d'ailleurs, je joue toujours de temps en temps ce live. J'ai des scènes avec des trucs prévus et c'est découpé. Alors moi, je me mets des sons des noms un peu chelous. J'ai solide pour tout ce qui est rythmique. Ensuite liquide pour mon son de basse. Ensuite j'ai des trucs gazeux et tout. Enfin c'est vachement physique.
Et donc là, j'ai solid, low, mid et high. Donc j'ai une piste où j'ai mis donc tous les kicks. Ça passe d'un kick à un autre kick en fonction des chansons. Donc les chansons déroulent vers le bas. Hein. J'ai décidé de le faire comme ça. Il y en a qui peuvent faire dérouler leurs chansons vers le haut. Et ensuite, au milieu, il y a tout ce qui est middle, quoi. Donc c'est une petite percu. Ça, c'est ce que je joue. Ça colle souvent avec ce que je joue là. Et ensuite, il y a le snare, qui en fait est un hi-hat. Mais je l'ai toujours utilisé un hi-hat en snare. Voilà. Et après, il y a ça. Et ce son-là, j'aime bien le tourner dans tous les sens. Et je vais vous montrer dans mon nouveau live comment je fais pour le tourner dans tous les sens. Et après, il y a des samples, qui sont des samples audio, qui sont exportés de mes chansons studio, et que j'ai décidé de mettre... j'ai sélectionné, j'ai mis les durées, ça a été toute une petite préparation et tout. Et ça a été compliqué au début, mais en même temps, à chaque fois que j'ai avancé, j'étais hyper content. Donc, et puis au final, une fois que j'ai pris le truc en main, je pouvais en 2 secondes revoir mes morceaux et les refaire avant chaque live. Par exemple, il y a avant un live, j'ai rajouté ce bruit-là. Je l'ai rajouté juste à un moment où ça part, et à chacun de mes concerts, et pendant longtemps, je le réentendais au moment où ça droppait, ça faisait comme ça. Donc c'est des idées comme ça. Là, j'avais 3 pistes, qui s'appellent donc les pistes choses, où je pouvais mettre un peu tout ce que je voulais, en fonction de l'ambiance. Là, j'ai un bruit de verre. Je fais comme ça. Je trouve que c'est vachement rythmique. Donc quand je trouve des samples, je vais les glisser par-dessus dans ces 3 pistes-là. Ça permet de ne pas jouer toujours le même live et de m'amuser. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour ce qui est de mon premier live. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ce live-là, je l'avais fait parce qu'on m'avait demandé de jouer mes chansons. Et que en fait, l'idée venait pas de moi. Et du coup, je me suis amené à me poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire en concert ? C'est quoi vraiment une performance live ? Et en quoi, en fait, ça pourrait me procurer des émotions similaires à celles que j'ai vécues quand j'étais en groupe de rock, sauf que sans non plus être à plusieurs. Déjà parce que je suis très bien tout seul, et que en plus de ça, franchement, en ce moment, la loi du marché fait que on est vachement plus incité à faire de la musique tout seul. Parce qu'il faut quand même le dire, quoi, quand on part à 4, on a beaucoup moins de dates que quand on part tout seul. Et du coup, en plus moi, comme j'avais personne avec qui partir, donc ça tombait bien. Et donc j'ai fait ce live-là, que j'ai appelé le live Phono Shows, et qui aujourd'hui s'appelle Jacques sous inspi, parce que c'est complètement improvisé. Donc je sais pas du tout ce que je vais jouer, et c'est d'ailleurs le premier truc que je sais que je vais dire en arrivant sur scène. C'est voilà, j'arrive et je sais pas ce que je vais jouer. Alors comme j'ai sauvegardé ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais supprimer, voilà, il y avait 2 trucs. Donc j'arrive et mon projet de mon concert ressemble à ça. Voilà. Et là j'ai le public en face et je suis en mode ok, il faut que ça envoie du lourd. Du coup c'est pas évident, mais j'aurais jamais décidé de faire ça si j'avais que mon APC et mon contrôleur. Donc je vais vous parler de ma config actuelle, qui est en constant mouvement, mais qui reste... mais là, elle commence à avoir Enfin, j'en suis content, quoi. J'ai envie, limite, de l'empacter complètement, et d'en faire plusieurs, et de les prêter à des potes, et que ce soit comme si c'était un seul objet, quoi. Et je vais vous expliquer la place d'Ableton Live dans cette config-là, et puis la place des autres objets aussi, parce que du coup, j'ai plein de trucs. Alors, pour vous expliquer, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de sources. Si on part de la source, la source, il y a d'abord la source. Ensuite, elle est exprimée dans des sources de son. Donc j'ai toutes sortes d'objets, comme c'est mon délire. Là, j'ai une boîte de bonbons. Là, j'ai un vieil avion qui fait des délires. Comme ça. J'ai des trucs comme ça. J'ai un mètre. J'ai un truc de pèse. Ça pèse.
j'ai un truc d'entrée d'hôtel. J'ai chopé en Inde. J'ai une boîte à meux. La boîte à meux, c'est super cool quand quand je suis sur un truc techno un peu trop vénère. Et d'un coup, la boîte à meux, ça fait que les gens ils sont là. Et ça, c'est le truc pour imiter les merles. Voilà, j'en ai d'autres. J'ai une coquille Saint-Jacques, évidemment, ça peut servir. J'ai un peigne, j'ai une paire de ciseaux et j'ai aussi un truc pour faire les télégraphes dans les années 40. C'est pour s'envoyer des messages. C'est les SMS, à l'époque, ça faisait du bruit. Donc voilà, et j'ai aussi une radio. Où est-ce qu'elle est, la radio? Alors, je l'entends pas pour l'instant. Ah oui, voilà. Justement. Pour violon et orchestre d'Alexandre Glazounov, ce concerto en la mineur, l'opus 82, enregistré en 2013 par Estelle. En sirotant un cocktail de fruits exotiques. Bon, voilà, on connaît la radio. J'ai aussi un lecteur cassette. Ça sent les vacances. Ah ouais. Lecteur cassette avec un truc indien, parce que quand je l'avais acheté, il y avait une cassette indienne. Et voilà. Et donc toutes ces sources-là, en plus j'ai une guitare électrique, et j'ai aussi une voix, et j'ai aussi une flûte. Enfin, c'est une façon de dire qu'il peut y avoir vraiment tout, et que du coup c'est vraiment ouvert, et si jamais même quelqu'un dans la salle a une idée, ben, ça peut encore rentrer dans le truc. Donc il y a ça. Et tous ces objets-là sont donc mélangés dans une table de mixage et rentrent dans 2 loopers, qui sont des loopers pour le coup Electro-Harmonix, qui sont, je trouve, super, et qui permettent de boucler en fait les sons en direct avec une pédale. Là j'ai 2 petites pédales et qui permettent de juste faire rec et stop du rec, ou changer de piste sur laquelle je rec. Si par exemple j'ai une piste sur laquelle il y a déjà quelque chose, et là je m'apprête à rec un truc, et là je me dis merde, j'ai pas envie de supprimer le truc qu'il y a d'avant, du coup hop, je peux changer de piste avec le pied avant de me appuyer sur rec. Ça c'est hyper pratique. Et du coup le truc le plus pratique, c'est que ces loopers là, même s'ils sont en dehors d'Ableton Live, eh ben, ils peuvent être cloqués, ce qu'on appelle le cloquer. C'est en fait qu'ils restent synchronisés quoi qu'il arrive. Donc en fait quand je mets play sur live, et ben ça met play sur mes loopers. Quand je mets pause sur live, ça met pause sur mes loopers. Tout ça grâce à un câble, espèce de cordon ombilical qui sort de ma carte son. Et donc dans live, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les préférences et que ma carte son, dans ces préférences là ici, j'ai mis sync. Donc sync, en gros c'est le clock. C'est en on, ça veut dire que n'importe quel câble MIDI que je branche dans ma carte son, il va recevoir une information qui est juste une pulsation du cœur qui dit on en est là à ce moment-là, et que mes loopers reçoivent, parce que mes loopers je les ai mis en mode recevoir la pulsation. Du coup ça permet de rester tout le temps synchronisé, même si je change le tempo de mon set en direct quoi. Donc voilà. Et après ce que je fais, ce que je propose, c'est que je le fasse, comme ça ce sera plus évident. Puis limite, on pourra ensuite discuter. Alors du coup, je sais pas du coup comment je vais faire exactement. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets play. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à gauche, j'ai donc la piste de kick, et que la piste de kick, je n'ai pas jugé bon de la jouer devant les gens, parce que souvent, dans mon style de musique, c'est souvent un kick qui est un peu toujours le même. Donc ça fait boum, 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 boum. Alors pourquoi, voilà. Donc là on est assez lent, on est à 84. On peut aller à 128, hop. Alors pour changer de tempo, j'ai affecté mon APC40 sur le tempo. Alors en fait l'APC40 c'est un peu comme un clavier MIDI, ça sert à rien tout seul. Ça sert que lorsque ça... En fait, c'est juste une interface qui permet de pas être à la souris comme ça, comme un tocard, à juste tout changer l'un après l'autre. Ça permet d'être hyper rapide. Et encore, je trouve que pas tant que ça, parce que finalement, j'ai que 2 mains et que du coup, je peux changer que 2 variables. Et parfois, j'ai besoin d'en changer 4, 5, parce que j'ai envie que le son change radicalement d'un coup. Donc voilà, ça c'est une base de réflexion. Et
Et donc ça, l'APC40, quand je le branche, dans Live, c'est hyper pratique. J'appuie sur MIDI, là. Tac, j'appuie sur MIDI. Et là, tout devient bleu. Alors, quand on est en mode tout est bleu, là, il faut faire hyper gaffe à ce qu'on fait, parce que tout peut foutre la merde. Il faut vraiment être très... dès que je touche un bouton, ça peut le régler sur un autre bouton. Donc, là, c'est un peu le bloc opératoire. Donc, j'ouvre, et là, je décide de dire OK. Donc, ici, ce truc-là, qui est le song tempo, il va sur celui-là. Et donc il suffit, donc si je supprime l'automation, admettons je supprime l'automation, clac, là il n'y a plus rien. J'appuie sur la variable que je veux affecter, j'appuie, boum, là ça crée un truc. Et là, dès que je touche le moindre truc sur mon APC, ça va l'affecter à ça. Et à partir de maintenant, le bouton, dès que je tourne celui-là, ça tourne le tempo. Hop. Alors là ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Tac, tac. Il va nous refaire la même que tout. Ah voilà, c'est bon. Tac, donc voilà, là c'est réaffecté. Et donc maintenant, mon tempo, je peux le bouger là. Et il y a même un truc qui est encore mieux, c'est que je peux décider, si je vais à l'endroit où c'est, je peux décider de la largeur. Là, c'est les variables qu'on rentre ici. Ce sont des variables qui, voilà, c'est là, qui permettent en fait d'établir un minimum et un maximum. Donc par exemple, là le tempo ça va entre 20 et 999. Et je suis sûr que je ne vais pas utiliser en dessous admettons de 80 et jamais au-dessus de 200 quoi. Et mais en fait en ce moment c'est faux. Mais si on a le temps, je vous montrerai, j'ai des projets qui vont à 800. Mais c'est pour faire des tricks rythmiques de ouf. Du coup voilà, boum. Ça c'est comme ça, voilà. Et donc maintenant, je peux changer le tempo, comme je viens de le faire. La façon avec laquelle je viens d'affecter le tempo, en fait, mon APC40, il est affecté que comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai envie de pouvoir modifier une variable en temps réel sans avoir à me pencher et être au trackpad, je me mets dans le mode bleu, MIDI, j'appuie dessus et je touche un bouton. Et hop, à partir de là, je sors du mode bleu. Et là, c'est bon. Et c'est la façon avec laquelle mon son de basse... Alors si je le joue, il est là, tac tac. Il y a des petits trucs, tac tac. C'est la façon avec laquelle je module mon son de basse en direct. Donc ça c'est ma fameuse quinte. C'est toujours le même preset de basse que j'ai trouvé dans Operator. Et puis tout simplement, j'ai décidé de pouvoir changer en direct une des variables que j'aime beaucoup qui s'appelle coarse et qui change le son, ça le fait passer de ça donc c'est peut être pratique en soirée et pour d'un seul coup boum changer un peu l'ambiance, clac, je tourne un peu ce bouton et là on peut repartir sur la même chose. Et l'écouter, c'est comme si on l'entendait différemment d'un coup, quoi. C'est comme si ça coloriait tout le reste de la chanson. Autre chose, comme c'est une basse, des fois, alors moi, comme en plus de ça, je suis en concert, j'hésite vachement. Parce que comme je improvise tout, des fois, ce que je fais, c'est pas très beau. Et j'ai pas envie d'envoyer quelque chose qui est pas très beau, parce que c'est pas définitif, dans les basses. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autofilter et que j'ai affecté mon APC40 pour que je puisse toucher. Voilà, ça fait un coupe bas. Avec juste un bouton à portée de main, j'ai un coupe bas et j'en ai un deuxième qui sert de coupe haut. Voilà. J'aurais pu mettre l'un après l'autre ou l'un avant l'autre, ça change rien de toute façon. Et donc de temps en temps, ça me donne envie de faire comme ça. J'enlève les basses et d'un coup je les remets et boum, ça repart. Donc ça me permet d'avoir mon idée sans déranger trop les gens. Et dès que je sais qu'elle est bien enregistrée, bam, je renvoie les basses dans leur fonction première. Et voilà. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais le faire tout de suite. Hop. Donc là, j'envoie un kick. Sur le kick, j'ai une petite variable. C'est la durée de ce kick-là. C'est une durée qui est infime. On parle de toute petite durée. C'est la différence entre ça et ça. Et si je tourne, il y en a moins. Voilà, tout simplement.
et je superpose les kicks. Donc je les mute et les démute. Je les mute et je les démute. Donc j'ai plein de kicks là, c'est mes kicks préférés. Je les ai tous mis et en fait, ils sont tout le temps en train d'être joués. Parce qu'il y a il y a une note MIDI, boum, boum, boum. Celle-là, elle ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi elles sont encore là d'ailleurs. Hop. Il y a une note MIDI qui joue boum, 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 boum. Et à la fin, ça fait boum, 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 comme ça. Et elle joue tous les kicks en même temps. Et moi, ce que je peux faire avec mon APC, c'est tout simplement les muter et les démuter. Donc si on écoute. Il y en a de plus en plus. Ça, c'est le max. Là, c'est quand j'envoie lourd. Et après, je peux décider d'envoyer lourd. Donc tous les kicks sont là. Et encore une fois, je change la durée de tous les kicks en même temps. Donc là, j'envoie lourd, mais personne ne le sait en fait. Parce que c'est dans la retenue. Et après, donc voilà, donc ce qui peut être pratique, par exemple, admettons que j'enregistre une basse. Donc quand j'enregistre une basse, j'ai envie de pas avoir les basses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je suis comme ça, par exemple. Voilà, là je viens d'enregistrer une basse. Du coup les gens ils sont en mode ok, mais ça tabasse pas. Et d'un seul coup je remets les basses et de la basse et du kick et ils sont en mode ah ouais là ça tabasse. Voilà. Donc pour enregistrer, ça c'est vraiment le truc pour lequel live est hyper pratique, c'est de pouvoir enregistrer en direct quoi. Donc tout simplement j'ai des instruments qui sont pré-programmés. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles mon live n'est pas si improvisé que ça. C'est que mon son de basse, je le connais, c'est toujours le même. Ensuite, j'ai ça, c'est un son de nappe. Alors là, c'est quand il est gentil. Et encore une fois, sur ce son-là, j'ai une variable, c'est la variable d'ouverture de filtre. Ça fait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement... C'est toujours Operator que tu utilises là? Alors non, là on est sur un plugin. On est sur un plugin qui s'appelle Silence. Okay. On est sur un son similaire à Analog. Ouais, parce que je pourrais en fait le faire avec Analog. Mm-hmm. Ensuite, j'ai un autre truc. C'est un son qui s'appelle Collision. Enfin, c'est dans Collision. Donc c'est au même endroit où il y a Analog, Operator et Collision. C'est différentes façons de générer des sons. Et là, le Collision, il fait un espèce de mallette comme ça. Un peu à la Jamie XX. Ah bah là il bug. Alors ça arrive genre une fois tous les 5 ans. C'est que le Collision il bug parfois. Ah mais c'est parce que j'ai chargé la nouvelle version de live. Ah bah heureusement que je suis pas en concert, sinon je serais vraiment dans la merde. Surtout que je suis sûr que je l'entendrai même pas. Ce serait juste le public qui l'entend et moi je serais en mode... Donc voilà, et en fait avec ça je peux le faire passer de ça... hyper intéressant parce que ça permet, en faisant abstraction du son, c'est hyper intéressant parce que ça permet de passer de un truc un peu tamisé, un peu à la Jamie XX, un peu genre on tape sur des os d'éléphant, à un truc hyper techno. Il suffit de mettre un peu de delay et là on est dans de la dub. On est un peu dans de la dub techno quoi. Et si je tourne le bouton dans l'autre sens. Ça gratouille derrière les oreilles, ça fait un ching 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 ching. Donc ça c'est un bon trick, donc je l'appelais pointu pour ces raisons-là. Et en fait donc le truc s'appelle xylophone basique. Et j'ai juste changé de marimba à string. Marimba c'était comme ça, mais je trouvais que c'était un peu abusé. Voilà, je trouvais ça un peu abusé. Et du coup, je l'ai mis en mode string et c'était vachement mieux. Et là, le bouton que je tourne, c'est la stiffness. C'est là, c'est stiffness. Et franchement, ça déboîte. Donc voilà, ça permet de faire des super montées, des super variations. Ensuite, j'ai mon fameux son de gaz. Qui permet de faire des mélodies que personne n'entend, mais que moi j'aime bien.
Et ensuite, j'ai ici un pad pour faire un truc en mode, si jamais des fois j'ai envie de faire du grandiose. Donc ça fait... C'est un pad, pareil, de live. Sadness pad. Ah bah voilà, sadness pad. C'est quand on passe aux choses sérieuses. Et là, j'ai 2 pistes qui servent à rien, et ça fait genre 1 mois qu'elles sont là, et je sais pas à quoi elles servent, elles sont vides. Et des fois, je me dis, ce serait cool que je trouve des nouveaux sons pour les mettre là. C'est un peu une ouverture sur le futur. Et là, j'ai les pistes de mes loopers, voilà. Et donc c'est en ça que finalement, même si j'ai mes loopers, eh ben mes loopers finissent par quand même retourner dans le live. Parce qu'en fait, en réalité, c'est mieux. Alors, il faut savoir que j'ai une relation un peu d'amour-haine avec live pour le concert, parce que j'ai une prétention de réussir à faire un concert sans ordi. Mais il se trouve que, bon, bah, voilà, finalement, quand je discute avec les personnes qui m'inspirent, bah, ils sont tous sur live. Et malgré tout ce qu'il y a sur la table, il y a quand même un live sous la table. Donc moi, il va bientôt passer sous la table, peut-être. Mais en tout cas, il sera toujours dans mon APC et j'aurai toujours toutes mes variables. Et là, ce qui est hyper pratique, c'est que lorsque j'enregistre quelque chose dans mes loopers, et ben, après coup, je peux affecter les mêmes effets que les effets que je peux affecter aux instruments qui sont soit générés par live, soit stockés dans live, soit samplés dans live. Donc c'est les mêmes effets, à part les effets MIDI évidemment, vu qu'on est sur de l'audio pur qui rentre d'ailleurs en in. Donc j'arme même pas les pistes là. Je fais juste le mode in. Ça veut dire que ça rentre dans la carte son et ça ressort direct. Enfin ça passe par live et ça ressort direct. Et donc j'ai 2 pistes. Parce que j'ai 2 loopers. Si j'avais 3 loopers, j'aurais 3 pistes. C'est des pistes stéréo parce que c'est des loopers stéréo. J'aimerais bien avoir 3 loopers un jour. Voilà. Mais ça viendra. Et en vrai, ce qui est cool avec ce qui me limite là avec les loopers, c'est que j'ai une fois que la boucle d'un looper est à une durée, eh bien ça ne change plus. Donc pour toute la chanson. Donc là, j'en règle 1 en 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et ça se met en boucle. Je peux vous montrer. Là, je suis là aussi. Normalement, je suis là. On m'entend pas assez, donc je vais mettre plus fort. Voilà. Donc si ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà, plutôt avec ça, c'est mieux. Donc voilà, et donc j'ai un looper d'un côté qui fait 4 et un looper de l'autre côté qui fait 8. Et ça me permet de faire des trucs un peu plus longs. Enfin. Voilà, et après par exemple, ce que je peux faire, c'est faire genre avec ce micro là. Ça c'est au début du concert, je vais faire des trucs qui ont besoin de silence. Comme au début du concert, c'est encore le silence. Ça me permet d'enregistrer des petits trucs que je vais garder pendant tout le concert, de côté, ou pendant au moins la moitié du concert. Des choses que je pourrais pas enregistrer plus tard, parce que tout simplement il y a trop de bruit. Et du coup, ça fait trop d'interférences dans mes enregistrements. Donc là par exemple, ce que je viens de faire pour que vous m'entendiez parler, c'est que je viens de utiliser le filtre que j'ai mis sur la piste de live correspondant au looper sur lequel j'ai enregistré ça. Il faut suivre, hein, mais c'est hyper simple. Et donc là, j'ai tellement coupé les aigus qu'on l'entend plus. Et là, je remets les aigus. Voilà. C'est le looper 4, voilà, on peut le voir ici. Donc je le laisse comme ça. Et après, admettons, j'ai envie de faire un... Là, j'ai un... Ça, c'est un truc pour couper les œufs, quoi. Et j'ai envie de l'enregistrer parce qu'il fait un petit bruit sympa. Mais le bruit est trop petit. Du coup, ce que c'est que j'ai un micro-contact. Alors, micro-contact, c'est hyper pratique. Voilà, micro-contact.
C'est hyper pratique, c'est des petites micro-pastilles, hyper sensibles. Là, on peut l'entendre. Voilà. Et en fait, quand je le mets sur n'importe quel objet, et ben, on peut entendre le son dans les enceintes. Voilà, donc là on est parti pour ça. Voilà, après par exemple, je vais par exemple utiliser ce truc là. Donc je colle la petite pastille dessus. Donc là, il est soumis au même filtre que l'autre. J'ai d'un côté les pistes qui durent 4, avec le shaker et le cric et la boîte de bonbons. Et de l'autre côté, j'ai le petit truc d'œuf. Alors, ce qui est marrant de l'autre côté du petit truc d'œuf, c'est que si je veux, du coup, comme il est indépendant, je peux lui mettre une reverb de ouf, comme ça, par-dessus. Et donc la reverb, et ben c'est pareil, c'est juste une affectation de mon APC dans un des sends. Alors, est-ce que vous connaissez les sends? Ouais, moyen, vite fait. Un petit blanc, on laisse un blanc. Ok. Du coup, en fait, les sends, ça sert à mettre un effet, à rajouter un effet sur une piste, sans avoir à le mettre sur la piste. C'est un peu occulte, comment dire. En fait, on envoie le volume d'une piste, donc d'un son, et on l'envoie sur une autre piste qui, elle, ne contient uniquement que d'un effet. C'est ce qu'on appelle une piste de return. Donc là, en appuyant sur le R à droite, on fait apparaître les pistes de return, et Ableton Live a jugé bon de nous mettre une piste de reverb et une piste de delay, parce que ce sont deux effets très populaires et très utilisés, et d'autant plus populaires et utilisés que Ableton Live a jugé utile de nous le mettre. Du coup, on l'utilise encore plus. Et là, eh ben, il y a dry wet à fond et delay, un autre delay, dry wet à fond. Et ben moi, ils me plaisent bien. Du coup, je les ai laissés tels quels, et j'ai juste affecté le A et le B ici, là, sur des boutons que je peux tourner sur mon APC. Là, je le tourne en ce moment même, c'est pour ça que ça bouge. Je bouge le A, je bouge le B. Et du coup, si on écoute, hop, et ben là, je tourne le A, ça fait de la reverb. Si je tourne le B, ça fait un delay. Voilà, et donc après, je peux faire remonter progressivement le filtre affecté à l'autre looper, en rajoutant de la reverb aussi, tiens. Et là, je vais ouvrir mon kick. Et ça part en mode techno direct. Ça c'est mon snare, que je viens de faire mon snare avec une poignée de porte. Si j'enlève tout, ça fait ça. C'est un clap. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, pour fabriquer un clap, il suffit d'avoir un son en deux temps. Si on regarde un clap de près, ça fait pas juste tac, ça fait clap, clap. Donc ça fait clap. Et en fait, du coup, pour ça, si on peut pas faire un clap avec juste n'importe quoi, juste un ding. Et du coup, ce qui est pratique avec ce truc de porte là, c'est que ça fait tac tac.
Il y a un aller et un retour, du coup. Voilà, et après, ce que j'aime bien faire, c'est allumer la radio à un moment donné. Du coup, admettons, on est comme ça. Du coup, là, je vais essayer de trouver une ligne de basse qui colle à ça, quoi. Voilà, je peux tout refiltrer. Comme ça, on entend bien la ligne de basse que je viens de faire. En fait, elle colle avec du coup le reste, selon moi. C'est purement subjectif, ça, pour le coup. Voilà. Et là, je reviens avec le clap. Après, je fais comme ça. Je fais un coup de delay. Je renvoie le kick. Voilà, et là, d'une simple boucle comme ça, en fait, je vais faire évoluer mon live pour que y ait à la fois le complètement aléatoire et à la fois ce que j'ai prévu dans mon Ableton Live qui est déjà préaffecté. C'est mes petits tricks perso en fonction des variables que je vais modifier sur le moment, que je sais à l'avance que je vais vouloir modifier ces variables-là. Et je vais faire avancer le truc et de façon à ce que je m'amuse à fond et que tout le monde s'amuse. Je pense que c'est vachement lié les deux. Et du coup, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ouais, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit au début. Je pense que ça nous a tous intrigués. Tu parlais de narrativité émotionnelle. Ouais. J'imagine que c'est beaucoup de feeling, mais peut-être qu'il y a certains principes dont tu pourrais nous parler. En fait, c'est vrai que Ableton Live, souvent, tu vois, quand je parle avec des gens qui ne sont pas encore rentrés dans la secte, ils me disent ouais, mais ça va me pousser à faire de la techno, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout, selon moi. Et je pense que on a tous une vision subjective du style de musique qu'on veut faire, tu vois, même si c'est vachement influencé. Et que parmi tous ces styles de musique, j'ai constaté qu'il y avait, pour rester délicat, il y a des choses qui plaisent au plus grand nombre, tu vois. Et il y a des trucs qui sont plus intimes, j'ai envie de dire, qui sont plus relatifs à une expérience personnelle. Et c'est le fameux débat entre la pop, tu vois, le commercial, l'underground et l'expérimental. Et c'est vrai que du coup, moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, moi, je me suis beaucoup caché derrière le fait d'avoir fait des compos hyper expérimentales qui partent dans tous les sens. Et je disais ouais, mais c'est mon truc, et si vous aimez pas, allez tous vous faire foutre, tu vois. Et ça, j'ai fait longtemps, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait vachement avec genre le fait de fumer des spliffs et le fait d'avoir suffisamment de thunes pour pouvoir se permettre de être chez soi à faire des sons perchés tu vois, et sans se soucier de un jour ramener de l'argent, tu vois. Et en fait, une fois que j'ai été plus sain, tu vois, avec mon corps, je me suis mis à mieux manger, arrêter de prendre des trucs et tout, et je me suis rendu compte que j'avais une vision préconçue de ce que les gens voulaient ou ne voulaient pas entendre. Et je me rendais compte qu'en fait, cette vision-là, il fallait que je m'en foute complètement.
et que au contraire, s'il y avait une nature, et si jamais il fallait que je suive un modèle, et ben c'était que mon modèle, et fuck le reste du monde, tu vois. Et en admettant ça, en fait, je me suis rendu compte que il fallait que j'admette que je ressemble à beaucoup de monde aussi, tu vois, et que mon modèle, en fait, c'est aussi le même que plein de gens, tu vois, et qu'au fond de moi, même si j'adore écouter des trucs hyper rugueux, vilains et expérimentaux, et dans la recherche, au fond de moi, j'ai aussi beaucoup envie de passer un moment juste à plusieurs, en train de kiffer une énorme montée, et boum, quand ça repart, on passe un moment où tout le monde est rallié, tu vois, et que la musique, ça pouvait servir à ça aussi, plutôt que juste de me faire kiffer intellectuellement chez moi, ou même sensitivement chez moi, mais moi tout seul, quoi. Et du coup, j'ai cherché à réussir à faire un truc qui relie une narrativité collective, tu vois, qui est comme un scénario hollywoodien, tu vois, qui est juste genre au final une chanson, une bonne chanson, tu sais, genre il y a une intro, tu sais, ça monte, et puis genre ensuite il y a un break, tu sais, et ensuite ça remonte plus haut que la première fois que c'est monté, et puis ça s'arrête, tu sais, enfin genre c'est tout le temps comme ça, quoi. Et c'est juste, ça veut dire que en fait si tu essaies de faire l'inverse, quoi, et tu verras qu'en fait les gens ils vont pas vouloir écouter ton son, et du coup voilà. Du coup j'ai essayé de faire l'inverse, et mais du coup j'ai un rapport assez, je crois, assez sain encore avec ces notions-là, et des fois ça peut être un rapport conflictuel. Je l'ai eu moi-même longtemps, voilà. Il y a une question qui nous vient du chat, parce qu'il y a des gens qui te regardent Non. sur la toile. Sérieux? Et il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si tu avais une formation sonore initiale ou une formation musicale initiale. Alors j'ai fait beaucoup de sons. Alors mon père est au piano vachement. Du coup il m'a montré les accords et tout. Après j'ai fait le conservatoire pendant 2 ans. Mais j'étais tout petit, c'était l'école, les petites écoles de musique, quoi. Et sinon non, j'ai vachement fait de guitare. Alors j'en ai pas fait là, mais je vais en faire tout à l'heure. J'ai vachement fait du YouTube pour Ableton Live et pour la guitare. Donc je pense que la formation, elle est comme aujourd'hui on fait, quoi. Je pense que la meilleure des formations, c'est l'admiration mutuelle avec quelqu'un de plus ou moins proche, un peu proche, mais pas trop, qu'on a envie, genre, d'impressionner, on a envie, il y a une espèce de jalousie positive qui peut se créer, c'est de se dire, putain, il est trop fort, lui, moi aussi j'ai envie d'être comme ça, et après tu passes des heures et des heures et des heures et des heures, et puis pour te retrouver à la jam session du mercredi soir, à caler ton petit truc que tu as appris de Jimi Hendrix sur une vidéo, et je pense qu'il y a une jalousie motrice comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai un peu ça. Et est-ce que le fait d'avoir des petites connaissances en harmonie, par exemple, parce que tu as dit que tu avais un peu bossé ça, les accords et tout ça, ouais. Est-ce que ça te sert dans ton travail? Non, je connais pas les notes. Ou est-ce que ça te dessert? Alors, il faut avoir une bonne relation avec ça, quoi qu'il arrive. C'est ça, ce qui va me servir, c'est quand j'ai une bonne relation avec mes images préconçues. Par exemple, à la guitare, une fois sur deux, je prends la guitare et je vais faire, tu vois, et genre parce que c'est tout le temps comme ça. Alors que si je réfléchissais vraiment à qu'est-ce que j'ai dans la tête au moment où je prends ma guitare, je suis sûr que j'aurais pas ça. C'est exactement comme tu es dans l'ascenseur avec quelqu'un, tu es un peu gêné et tu te dis ah il fait beau aujourd'hui, tu vois. C'est juste exactement pareil. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire, à quel moment. Et ça, je peux le faire que si j'ai une bonne relation avec les idées préconçues qui me viennent à l'esprit et que je me dis bon c'est normal d'en avoir. C'est normal, mais je pense que ça, c'est peu importe l'école, ou que tu aies fait l'école ou pas l'école ou quoi. Quand tu fais du son, au bout d'un moment, tu as des images, c'est comme si tu crées des dossiers, et au bout d'un moment, il faut faire optimiser, tu sais, genre il y a tout qui se supprime dans ta tête. Et là, boum, tu pars sur l'idée de l'instant. Et moi, c'est ça que je recherche à fond, c'est oublier tout et être en mode, ok, alors qu'est-ce que j'entends là dans la tête, et essayer de le jouer. Et une fois sur deux, ma ligne de basse, elle fait toum, toum, toum. Parce que j'entends tout le temps ça, tu vois. Mais c'est parce que je kiffe tout ça, tu vois. Donc voilà. D'autres questions? Juste, je me demandais, est-ce que tu enregistres tes sessions live? Alors, alors oui. Je prépare là un disque que fait de trucs enregistrés en live, quoi. Mais c'est une sacrée question parce que on est souvent meilleur, enfin sur le moment, on est bon, quoi. Et après, quand on réécoute, le contexte n'est plus là et du coup c'est moins bien. Et donc pendant longtemps je voulais ne pas l'enregistrer. Et puis là je me suis rendu compte qu'en fait c'était quand même un bon moyen de sortir quelque chose que j'aime bien. Et donc je vais enregistrer tous mes lives de tout l'été là. Et je vais faire une espèce de compile, tu vois, des meilleurs moments. Mais il y a un truc qui flatte mon ego, c'est quand je reçois un mail de quelqu'un qui me dit c'était quoi cette chanson, et il m'envoie une vidéo d'un de mes concerts, il me dit qu'est-ce que t'as passé là, tu vois.
Et les gens qui ont rien compris, qui croient que je suis un DJ, tu sais. Et du coup, je suis en mode ouais, non mais tu sais, elle n'existe pas cette chanson. Et tout. Et donc ça fait. D'où devient l'idée d'utiliser des objets en fait? En fait, c'est pas une idée. Enfin, c'est en fait évident. Enfin, à mon sens, parce que en fait, une guitare est un objet aussi, quoi. Et que la différence entre un instrument et une guitare et un instrument et des objets est un peu similaire à la différence entre du son et de la musique. À savoir, pour moi, il n'y en a pas. Ou alors, elle est purement culturelle. Et en fait, c'est juste... la guitare, c'est un instrument maximisé. C'est un objet qui est maximisé pour faire de la musique, mais qui part de trucs qui sont des matériaux de base. Donc, en fait, c'est juste une façon de voir les choses en se disant, OK... qu'est-ce qu'il y a derrière le mot, tu vois, derrière une guitare? Et ben, il y a des cordes, il y a des trucs. Et puis quand il pense, c'est vraiment hyper pratique pour faire du son, quoi. Et la musique concrète, c'est quelque chose qui est dans ta culture personnelle ou pas du tout? Genre non. Pierre-Henry, tout ça? Non, alors en fait, c'est rigolo parce que en ce moment, il y a les soirées concrètes à Paris, tu sais. Du coup, le mot concrète et musique concrète, ça tourne autour de moi tout le temps. D'accord. Et en fait, non, enfin, je suis jamais allé à la concrète et j'ai jamais écouté trop Pierre Schaeffer et Pierre-Henry. Du coup, je suis le mec concret. Ça me va. D'autres questions? Ici? Ouais, maintenant que tu as fait la paix avec l'histoire d'avoir live sur scène et que yes. Tu penses que tu pourras pas être entièrement hardware, qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'avoir des loopers externes par rapport à enregistrer directement dans live dans des clips? Alors ça... c'est une bonne question, quoi. Parce que franchement, je pourrais tout faire dans live. Je sais pas, je pense qu'il y a un espèce de truc, c'est comme les gens qui ont peur encore de prendre l'avion et tout, tu vois. C'est un truc purement comme ça, quoi. Et c'est juste, j'ai une philosophie politique très assumée, qui est que je suis pour la répartition du pouvoir sur un maximum d'acteurs différents. Et j'ai pas envie qu'il y ait un dictateur dans mon setup. Et notamment, si ce dictateur commence à faire de la merde, et ben, ça peut foutre en l'air tout mon concert. Du coup, je me suis un jour dit que je voulais répartir un maximum les tâches à différents instances. C'est comme si c'était des institutions, tu vois. Et là, bientôt, je vais même utiliser live plus que comme un mélangeur, plus que comme un mixeur, et avec tous les effets et tout, et aussi comme un générateur de synthé, parce que mes sons préférés sont générés par live. Et après, je vais utiliser un séquenceur MIDI externe, tu vois. Donc ce sera encore un truc que j'ai retiré de live, pour ne considérer live maintenant plus que comme un générateur infini d'effets et de synthé, quoi, et de boîtes à rythme et de samples donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon ces loopers ils sont bien, hein, franchement. Et ça t'est arrivé que ça te sauve la mise parce que dans live t'avais un problème et que heureusement il y avait tes loopers une fois on a pété mon ordi juste avant mon concert, quelqu'un qui a renversé une bière dessus et non, ça m'a trop pas sauvé la mise parce que j'ai pas eu les couilles de faire un concert avec juste les loopers. J'avais trop peur, quoi. Mais c'est l'idée un peu, plus tard. Faites du son, c'est de la bombe.